L'Europe connaît, de 1500 à 1800, une croissance démographique de 0,14%, soit 0,12 points de pourcentage de plus que le reste du monde. Cela permet donc à l'Europe de creuser un écart économique avec le reste du monde, même s'il est minime. Elle connaît aussi plusieurs périodes de prospérité économique, ainsi qu'un développement des foires, intégrant une future économie de marché. Cependant, cette croissance démographique va augmenter et on va aussi observer une transition démographique vers 1800. L'Angleterre est le premier pays à connaître la révolution industrielle. De 1560 à 1640, on observe une augmentation de la consommation de charbon dans ce pays, et avec les progrès technologiques dans différents domaines tels que la navigation, l'imprimerie ou encore les méthodes financières. Cet ensemble provoque une envie plus aiguë du progrès. C'est aussi à cette époque et dans ce pays que le patronat et le salariat furent créés. Les marchands commencent à fournir les paysans en matières premières et en outils, et ils revendent les produits transformés au marché. Dès le XVIe siècle, à Manchester furent créées les industries du lin, de la laine et du coton à partir de 1600. Celles-ci vont permettre un développement économique de la ville puis de l'Angleterre elle-même. La révolution industrielle toucha donc en particulier cette grande ville d'Europe. De plus, Manchester devint plus tard un grand carrefour commercial où siégea la bourse du coton. La révolution industrielle a débuté avec le développement de proto-industries du textile, au XIXe siècle pour la France, et au XVIIIe siècle en Angleterre, comme nous venons de le voir pour Manchester. Le changement du mode de pensée du travail permet aussi cette révolution industrielle. En effet, la réforme protestante de Martin Luther a contribué à ce changement en instaurant un comportement qui vise à vouloir changer les choses, pensée et mode de vie. Le travail n'est plus abordé de la même façon. Il n'est plus un moyen d'expier le châtiment du péché originel, mais un moyen de se rapprocher de Dieu. Enfin, cette révolution industrielle n'aurait pas pu se produire sans l'aide des physiciens, ingénieurs, scientifiques et architectes. Depuis l'Antiquité, les hommes s'intéressent à la vapeur d'eau comme force motrice. Mais c'est seulement à partir du XVIIe siècle que les chercheurs veulent se servir de la vapeur d'eau comme source d'énergie pour l'industrie. En 1615, Salomon de Causse esquissa l'idée d'une pompe pouvant puiser l'eau d'un récipient. Thomas Savery, près de 80 ans plus tard, reprendra cette idée de pompe à eau afin de l'utiliser pour vider l'eau dans les mines. Cette machine aura d'ailleurs comme surnom l'ami des mineurs. Papin, en 1681, créa une machine capable de faire le vide dans un cylindre grâce à un piston. Cette invention avait pour objectif de soulager les hommes des fardeaux les plus lourds. James Watt finalisa les travaux de recherche concernant l'utilisation de la vapeur dans l'industrie et les moyens de transport. En reprenant les travaux de ses confrères, il y fit des modifications afin d'optimiser ses inventions pour les rendre moins consommatrices et plus productrices. Dans une machine à vapeur classique, on fait bouillir de l'eau, et la vapeur ainsi créée actionne un piston, ce qui permet de créer une force mécanique, un mouvement. Dans la machine de Watt, l'une des premières innovations fut le tiroir de distribution de la vapeur. Celui-ci permet de diffuser la vapeur d'eau d'un côté et de l'autre du piston, permettant ainsi de très largement optimiser le mouvement, créant ainsi un piston à double effet. Pour que ce phénomène puisse avoir lieu, un excentrique est relié à la fois au tiroir et à l'arbre du moteur afin de permettre la distribution.
De l'eau froide est également utilisée afin de permettre la condensation de la vapeur. Ceci permet de créer le mouvement. Le régulateur de Watt, autre innovation, est un dispositif permettant à la machine de régler elle-même sa vitesse de rotation. En effet, plus la machine va vite, plus les boules s'éloignent de l'axe, ce qui fait remonter le collet, une sorte de base au système. Ce mouvement enclenche, voire même appuie, sur une valve d'admission de la vapeur. Ainsi, si la machine va trop vite, la quantité de vapeur diminue, et inversement dans le cas contraire. Enfin, le parallélogramme permet de transformer un mouvement vertical en un mouvement rotatif, ce qui crée une véritable source d'énergie mécanique et exploitable. Afin de créer une énergie utilisable par l'homme, la machine à vapeur utilise d'autres énergies. En effet, tout le procédé de fonctionnement de la machine part d'une énergie chimique. On crée en fait une combustion afin de chauffer l'eau. Cette combustion est une réaction exothermique, c'est-à-dire qu'elle produit de la chaleur en combinant un atome de carbone et une molécule de dioxygène. On crée ainsi du dioxyde de carbone. La deuxième énergie utilisée, et qui résulte de la première, est l'énergie thermique. Les molécules d'eau chauffées par la combustion s'agitent, et l'eau change d'état et se vaporise. Ainsi changée en vapeur, elle enclenche une turbine. L'énergie ainsi créée est donc mécanique, le mouvement de la vapeur, passant par la turbine, est converti en un mouvement rectiligne et vertical, puis en mouvement circulaire, grâce au parallélogramme de Watt. La locomotive fait partie des devenirs les plus importants de la machine à vapeur. Ce sera Richard Trevithick qui aura l'idée de faire un véhicule sur rail, le premier. William Hadley en profite pour prouver l'adhérence d'une roue sur un rail. Une première usine de locomotives ouvrira en 1823, créée par Stephenson et son frère. Celle-ci aura aussi une locomotive nommée Rocket, qui gagnera un concours en Angleterre. Elle atteint 47 km/h et peut tirer 13 tonnes. En 1825, nous retrouvons les premiers trains avec les fonctions qu'il a actuellement. En 1830 s'achève la construction de la première ligne de transport Manchester-Liverpool. Marc Seguin, en 1827, et en France, crée la première ligne de chemin de fer national donc, à partir de la machine de Stephenson, qu'il perfectionne, entre Saint-Étienne et Andrézieux. Celle-ci s'achève en 1832. Par la suite, les chemins de fer se développent en Europe, aux États-Unis en 1850, avec la conquête de l'Ouest. En effet, ceux-ci détiendront 14 000 km de lignes. Entre les années 1850 et 1900, l'industrie du chemin de fer se développe énormément, ce qui créa une véritable évolution économique et commerciale. Le bateau à vapeur, lui, voit ses origines monter vers les années 1780. Effectivement, le marquis de Jouffroy d'Alban fit naviguer un bateau,
fonctionnant grâce à la machine à vapeur. Mais c'est surtout en 1807 que l'on s'intéressa aux bateaux à vapeur. Tout cela grâce à l'américain Fulton. Son invention, un bateau, le Clermont, est propulsé par des roues à aubes. Pour parcourir 240 km, ce bateau mit 32 heures. Il faudra attendre 1860 pour que les Français acceptent le bateau à vapeur, par peur de ce nouveau moyen de transport, en particulier des explosions. Un autre moyen de transport est la voiture. C'est surtout Goldsworthy Gurney qui en 1825 construisit la première voiture à vapeur ayant des jambes de poussée. Celles-ci, utilisées dans les montées, ont permis à Gurney de gravir des côtes, dont celle de Windmill Hill. En 1827, Onesphore Packer crée le différentiel, puis dépose un brevet en 1828 pour un véhicule fait pour circuler sur la route. Mais l'une des premières inventions qui découla de la machine à vapeur fut avant tout la machine à tisser. Celle-ci fut inventée par Richard Arkwright. Il déposa en 1769 un brevet pour Waterframe, c'est la création de la première machine à tisser mécanique. Celle-ci poussa les gens à venir travailler dans les usines, un moyen beaucoup plus pratique de produire. Cet inventeur créa notamment sa propre usine au début des années 1770. Nous pouvons donc en conclure que la machine à vapeur a énormément contribué à l'explosion industrielle. Effectivement, certains historiens comparent les changements de cette période à ceux vécus durant l'invention de l'agriculture. De nos jours, les conséquences de la machine à vapeur sont encore percevables. Tout d'abord par toutes les énergies qui utilisent la vapeur d'eau, comme le nucléaire ou encore les centrales à charbon, ainsi que tous nos moyens de transport actuels. La machine à vapeur est donc le socle de la société du XIXe siècle et donc de la société moderne.